Avec une population estimée à 25 millions d'habitants, le Cameroun, pays d'Afrique centrale, s'étend sur un peu plus de 475 000 km². Son climat, semi-aride dans le nord, est humide et pluvieux dans le reste du pays. Les principales ressources d'exportation du Cameroun, le pétrole, l'aluminium, le bois, le cacao, le café, le coton, la banane. Ce pays, doté par la nature, est cependant actuellement confronté à 3 crises humanitaires réparties sur 3 zones géographiques. La crise du bassin du lac Tchad à l'extrême nord, la crise des réfugiés centrafricains à l'est du pays et celle des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Conséquence, plus d'1 million de personnes sont en déplacement forcé et 4 300 000 autres ont besoin d'assistance humanitaire, soit une personne sur 5. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables d'entre elles. Le Cameroun continue à être affecté par plusieurs crises. En termes humanitaires, on parle de 3 crises différentes. Donc ici, on est à l'extrême nord, donc on a encore les séquelles de la crise du Boko Haram, qui a amené pas seulement des réfugiés du Nigeria, mais aussi beaucoup de déplacés qui perdurent. Même si les attaques ont diminué dans le temps, il y a quand même encore un impact assez important de cette crise. Et d'ailleurs, tout dernièrement, une partie de l'extrême nord a reçu 35 000 réfugiés suite justement à une attaque au Nigeria. Donc c'est une crise qui est encore très vive dans le pays. À l'est, on a encore là aussi l'impact de la crise en Centrafrique avec les réfugiés qui sont arrivés. Et là aussi, donc, un fardeau lourd pour le pays et pour les communautés hôtes qui les ont accueillis. Et dans l'année passée, donc, on a vu le développement d'une 3e crise, qui est la crise dans la région du Northwest, Southwest, qui aujourd'hui peut-être est la crise la plus active et la plus violente, où on estime qu'il y a plus d'1 demi-million de déplacés, et là aussi avec des réfugiés cette fois c'est des Camerounais qui sont partis au Nigeria. Et donc souvent on estime qu'il y a 9 régions sur 10 qui sont quand même touchées par une de ces 3 crises, donc c'est quand même énorme. Depuis décembre 2013, la région de l'extrême nord du Cameroun est plongée dans une crise humanitaire complexe, aggravée en 2014 par la pression de la secte islamiste Boko Haram. Les départements du Logone-Chari, du Mayo-Sava et du Mayo-Tchanaga, situés aux frontières du Tchad et du Cameroun, enregistrent des arrivées massives de populations qui fuient les exactions de Boko Haram. Ces populations trouvent refuge auprès de familles d'accueil déjà pauvres, ce qui réduit davantage les moyens de subsistance de ces communautés et accentue leur vulnérabilité. Il y a eu des villages, si vous voulez, qui ont doublé, même triplé en taille, juste pour l'arrivée des déplacés. Et donc, il y a eu beaucoup des efforts pour soutenir la coexistence. Mais il faut absolument saluer ces populations. Pourquoi c'est souvent dans des autres crises, on a eu beaucoup de tensions entre les populations déplacées et les populations hautes. Mais au Cameroun, honnêtement, ces populations, on continue après 4-5 ans à montrer une générosité incroyable dans cette acceptation d'accueil des populations. Donc, et de notre côté, donc, l'objectif pour nous, c'est d'essayer d'aider de plus en plus avec une approche communautaire. Donc, de nous assurer que quand on apporte de l'aide, ça ne touche pas seulement les réfugiés ou les déplacés, mais ça bénéficie aussi la population haute. Les données révèlent que plus de la moitié des réfugiés et des personnes déplacées internes sont des enfants et des femmes. Leurs conditions de vie sont souvent précaires. Si certains ont la chance d'être accueillis par les populations hôtes, plus de 40% vivent dans des abris de location temporaire. Nous sommes au camp des déplacés internes de Zamaï dans le département du Mayo-Tchanaga. Ici, près de 4000 Camerounais vivent sous ces tentes du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Si ces populations ont des histoires différentes, leur point commun, c'est le besoin d'un endroit sûr pour vivre et échapper aux incursions sanglantes de la secte islamiste nigériane. Falta Ashkete, 34 ans, mariée et mère de 7 enfants, vit ici depuis 1 an et demi. Elle aussi a dû fuir pour sauver sa famille. Son village, Modogo, situé près de la frontière avec le Nigeria, a été attaqué par Boko Haram.
Boko Haram est venu nous kidnapper à Modogo, puis ils nous ont amenés dans un autre village. À cause de la souffrance qu'on a vécue là-bas, nous avons fui pour nous retrouver à Mozogo, un département du Mayo-Tchanaga. C'est là-bas que les autorités se sont organisées pour nous transférer au camp de Zamaï. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. On nous avait kidnappés, mes enfants et moi. On est partis nous garder un moment dans un endroit que je ne connais pas. Nous avons pu fuir avant de subir des tueries. Malgré une tendance au retour en augmentation depuis 2016, les conditions qui prévalent dans les zones d'origine ne permettent pas une réintégration digne, sûre et durable. La violence persiste et l'accès aux services sociaux de base, comme les centres de santé, les points d'eau potable et les écoles, restent limités. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNHCR et ONU Femmes, en collaboration avec les autorités camerounaises, apportent une assistance multisectorielle et intégrée concernant la prévention, la prise en charge médicale, le volet juridique, sécuritaire et psychosocial aux réfugiés, personnes déplacées internes et aux populations hautes du Cameroun. L'UNFPA, impliquée dans la lutte contre les violences basées sur le genre, apporte une assistance médicale et améliore l'accès aux services de santé de la reproduction pour les personnes déplacées internes et les réfugiés, notamment dans l'extrême nord du Cameroun, dans le camp de Minawao, dans le département du Mayo-Tchanaga. Le Fonds des Nations Unies pour la population au Cameroun poursuit les 3 résultats transformateurs de notre plan stratégique, lequel vise les besoins, le 0 besoin non satisfait en planification familiale, 0 décès maternel évitable et 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes à l'égard des femmes et des filles. Donc les stratégies sont transcrites dans un programme 2018-2020 qui s'aligne avec les priorités nationales et aussi le cadre de développement des Nations Unies qui a été adopté à cet effet et qui couvre la période 2018-2020. Donc, sur le plan des résultats que nous visons, avec les axes stratégiques s'alignent autour de l'accès aux services intégrés de santé de la reproduction, planification familiale, deuxièmement l'adolescent et la jeunesse et troisièmement la mise à disposition de données fiables pour pouvoir permettre faciliter la prise de décision et particulièrement le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement du millénaire. Ce camp est le plus grand du pays. 57 000 personnes y vivent, fuyant les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Ici, en 2013, on enregistrait environ 70 naissances par semaine, un facteur de surpeuplement du camp déjà vulnérable à cause de l'insuffisance de ressources financières notamment. Quelques 60 relais communautaires ont été formés. Par groupe de 2, ils se rendent chez les réfugiés pour les encourager à suivre un planning familial. Objectif, inverser la tendance des naissances et réduire la mortalité maternelle. Avant de commencer les conseils, nous mettons les hommes et les femmes ensemble par couple. Nous commençons à conseiller sur comment suivre un planning familial qu'ils auront choisi. Nous leur donnons les conséquences et les avantages de la méthode de planning choisie. Par exemple, vous voyez une femme, elle tient un enfant par la main. Pendant ce temps, elle tombe encore enceinte. Et même pour aller à l'école, ils ne peuvent pas s'occuper des frais scolaires. Heureusement que nous ne payons pas les frais de scolarité au niveau du camp de Minawao. Ce que nous leur disons, c'est que même si vous allez à l'hôpital pour suivre une méthode de planning, c'est gratuit. Ça vous coûtera 0 francs. Personne ne vous prendra de l'argent. Lorsque nous finissons cette étape, ils acceptent de suivre une méthode contraceptive. Le planning familial a beaucoup d'avantages. Je suis très contente parce qu'avant, je souffrais durant mes accouchements chaque année. Après avoir suivi un planning familial, mes enfants grandissent bien. Mes grossesses sont espacées. Mes enfants et moi sommes en bonne santé. C'est pour ça que je remercie l'UNFPA ainsi que les relais communautaires et les sages-femmes. Toujours dans le département du Mayo-Tchanaga, l'assistance de l'UNFPA aux populations réfugiées et déplacées internes est également visible cette fois au niveau de l'hôpital de référence du district de Mokolo.
Prévu pour accueillir 200 000 habitants, le flux de réfugiés a fait croître le nombre de prestations dès 2013. De 2012 à 2014, par exemple, le nombre de césariennes est passé mensuellement de 6 à 20. La mission de l'UNFPA est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger. Un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel. Et dans cette perspective, l'institution a appuyé la fourniture de services de santé sexuelle et reproductive, allant du kit d'accouchement et de césarienne, en passant par les lits, les tables chauffantes pour les nouveau-nés et des moyens de contraception aux femmes et aux jeunes filles. Cet appui permet de sauver les vies des mères et des enfants. C'est le cas de Christina Yakata, qui va bientôt subir une césarienne. Cette réfugiée du camp de Minawao a été emmenée depuis 2 semaines à l'hôpital de Mokolo pour complications liées à sa grossesse. Après une échographie, on s'est rendu compte qu'elle avait un placenta prévia. Ça dit terre à terre, ça veut dire que le placenta n'était pas bien placé. C'est ça qui provoquait les saignements. On a donc donné des médicaments pour essayer d'arrêter ce saignement. Le saignement a été arrêté, mais on a décidé de garder la dame à l'hôpital en attendant que la grossesse atteigne au moins 34 semaines. Déjà, dans sa vie au Nigeria, elle avait déjà eu 6 grossesses. Ça, c'est la 7e grossesse. Elle avait fait 3 fausses couches et elle avait accouché 3 fois. Sur les 3 enfants dont elle avait accouché, il ne reste qu'un seul enfant. Donc, vous comprenez que cet enfant est vraiment un peu précieux. Il y a eu une attaque dans notre région au Nigeria et par la suite, nous avons fui. Là-bas, il y en a qui ont été égorgés, d'autres qui ont été fusillés. Mais nous, on a quand même pu s'enfuir pour éviter ces massacres. Dans notre fuite, on nous a récupérés pour nous amener au camp de réfugiés de Ninawao. Aujourd'hui, je suis là pour des raisons de santé. Je saignais beaucoup au camp de Ninawao. On m'a donc transféré ici à l'hôpital de référence de Mokolo. Je suis prise en charge et sous traitement. J'apprécie vraiment les prestations ici. Ce jour-là, nous croisons sur le terrain le ministre de la Santé du Cameroun. Sa présence s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les autorités sanitaires de cet hôpital de référence du département. Ici, différents partenaires humanitaires du système des Nations Unies appuient le staff médical. Nous travaillons beaucoup avec des partenaires sûrs, comme l'UNFPA et tout le reste. Je mettrai autour d'une même table tous les partenaires pour que nous essayons de regarder ensemble qui fait quoi dans le secteur de la santé. L'objectif étant d'optimiser l'intervention de chacun dans ce secteur-là. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on est juste à poser et puis ça ne fait pas assez optimal en termes d'utilisation des ressources que nous avons de ce partenaire. Donc nous allons faire dans une démarche de cohésion et d'harmonisation de nos interventions sur le terrain un atelier de haut niveau dans ce sens. L'ampleur des violences basées sur le genre chez les réfugiés, les déplacés internes et les communautés hôtes des régions de l'extrême nord reste encore largement méconnue. Et cela à cause de l'absence de données fiables sur le phénomène, des tabous, de la peur de la stigmatisation, des normes sociales et des relations de pouvoir qui assujettissent les femmes à la domination masculine. Entre janvier et août 2016, 353 cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont été rapportés par les structures sanitaires de l'extrême nord. Pour y faire face, l'UNFPA a initié le concept d'espace sûr pour les survivantes de violences. Dans cette maison, au sein de l'hôpital de Mokolo, la survivante de violences pourra bénéficier d'une prise en charge allant du service médical à la sécurité, en passant par le support légal jusqu'au soutien psychosocial. De plus, un service de SRA, santé de la reproduction des adolescents, a été mis en place pour conseiller les jeunes. Tout jeune qui entre, nous devons lui parler du planning familial, parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il y a le planning familial, pour éviter les grossesses indésirées et les maladies sexuellement transmissibles. Nous leur présentons les méthodes, nous les expliquons explicitement toutes ces méthodes, et dans le cas où elles sont prêtes, elles adhèrent, sinon elles donnent des rendez-vous pour le choix de leur méthode. Nous sommes maintenant à l'hôpital du district de Mora, dans le département du Mayo-Sava.
Angèle Atsama, magistrate au palais de justice de Mora, qui travaille avec le directeur de l'hôpital et le point focal violence basée sur le genre, nous a confié avoir travaillé sur au moins 15 cas de viol qui ont abouti à des condamnations allant de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Face aux violences physiques, aux violences psychologiques, et il existe aussi les dénis de ressources, d'opportunités, de services. Il y a aussi des agressions sexuelles. Et la prise en charge se fait par le mode de référencement des cas. Alors, lorsque un cas est référé, ce cas-là est référé par une dénonciation ou par une plainte. Et la prise en charge se fait lorsque nous avons déjà évalué, identifié le problème. Parce que lorsque la plainte arrive, elle déclare j'ai subi telle ou telle chose. C'est nous l'expert dans la matière, qui définissons le problème que nous devons résoudre. Et ça se fait de manière professionnelle, selon l'éthique, selon les exigences de la loi. Dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent des jeunes, nous nous rendons au canton de Mozogo qui se situe à 35 km de la frontière avec le Nigeria. Là, nous rencontrons le lamido Abba Mahama Shetima. Il s'agit d'un chef politique et spirituel d'un territoire musulman dans cette zone du Cameroun. Sa Majesté, comme on l'appelle ici, est au premier rang de la lutte contre la radicalisation des jeunes. Les parents sont pauvres et la zone frontalière est abandonnée à elle-même. Donc parfois les petits-enfants cessent même l'école pour aller se chercher dans les grandes villes du Nigeria. Donc maintenant, quand ils trouvent un organisme qui leur promet, qui les mène d'espoir, et c'est ça qui les a menés. Parce que chez eux, quand ils partent là-bas, c'est comme l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est qu'on vit bien, on est marié, on a la moto, on a de l'argent. C'est ça qui motive. Le bien-être n'existait pas. Maintenant, dès lors qu'on les a promis, ça les encourageait à entrer. Mais quand ils partent là-bas, ils trouvent donc le contraire. Ils n'ont pas maintenant la possibilité de retourner. En vue de la mise en œuvre du projet Résilience des jeunes à l'extrémisme violent, le lamido de Mozogo a octroyé des terres. Le projet de formation piloté par l'UNFPA et ses partenaires vise l'acquisition de compétences de vie et l'insertion socio-économique de la jeunesse vulnérable de cette zone du Cameroun. Nous retrouvons une partie de ces jeunes sur les terres octroyées par le lamido. Au total, 175 jeunes bénéficient de ce projet. Ce projet a changé ma vie parce qu'avant on était tout le temps attaqué par Boko Haram, on souffrait. Cette activité me permet d'avoir de l'espoir pour mon futur. Le projet nous aide par rapport à nos familles et nous permet d'évoluer. Quand on se travaille comme ça, la culture, parce que quand tu n'en as pas, et tu peux encore aller faire de mauvaises choses, et tu peux quoi? Et quand tu as l'argent et le travail à faire, tu peux même oublier toutes les mauvaises choses que dans la vie les autres font. Nous avons par exemple ceux-là qui font, n'est-ce pas, dans la culture d'oignons, et justement ils ont exploité ce champ. Et à la récolte, ils vont sûrement vendre à un bon prix, ce qui leur permettra de relancer l'activité l'année prochaine. Et de l'autre côté, il y a d'autres jeunes qui ont choisi le stockage des céréales. Ils ont acheté les céréales au bon moment et en décembre, janvier, ils vont revendre à partir de juillet, août, là où les prix seront en inflation. Et à côté, ils font aussi dans la charge des batteries, des téléphones portables. Parce que, par exemple, ceux du côté de Moscota, Medegouer, il n'y a pas d'électricité là-bas et les gens ont pourtant des téléphones et c'est une activité rentable. Nous poursuivons notre route à travers l'extrême nord du Cameroun pour nous rendre à Tokombéré, une commune du département du Mayo-Sava, à proximité de la frontière avec le Nigeria. À notre arrivée, nous trouvons le directeur de la radio communautaire Semence de Vie en plein enregistrement du journal.
La radio reçoit un appui de différentes institutions, dont l'UNFPA, pour diffuser ses programmes en 12 langues. Nous avons par exemple des spots pour combattre, n'est-ce pas, pour lutter contre le rejet de l'école moderne. Parce que Boko Haram veut dire qu'il ne faut pas accepter l'éducation occidentale. Maintenant, nous faisons des spots qui disent que même le Coran veut que les enfants soient éduqués. Même le Coran dit qu'il faut aller chercher, même en Chine, la connaissance. Et il faut qu'on reprenne ces déclarations qui sont dans le Coran pour leur dire que voilà en réalité ce que le Coran enseigne. Il ne faut pas qu'on nous dupe par des connaissances qui viennent des personnes. Il faut qu'on se confie réellement à ce qui est dit par le Coran. Et le Coran n'est pas contre l'éducation moderne. Par exemple, sur la haine, nous diffusions des spots sur la haine. Il faut qu'on montre que tant qu'il y aura la haine, nous ne vivions pas en paix. Nous perdrons nos parents, nos frères, nos familles. Et il faut donc combattre par la haine en instaurant l'amour. L'amour. Et il y a autant de choses que nous faisons ici, des thématiques telles que, n'est-ce pas, ce refus d'être instrumentalisé par des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà autant de choses, l'éducation de la jeune fille et toute autre chose que nous faisons ici. Nous pensons justement que ça touche la zone parce que nous recevons un feedback, c'est-à-dire des personnes qui appellent pour dire que ce que vous avez dit nous ont réellement touché et vraiment nous sommes engagés à tourner le dos à ce genre de pratiques. Et là, ça nous console parce que nous savons que des personnes sont en train de suivre et ça change de cœur. Au quotidien, le gouvernement du Cameroun déploie des efforts pour les populations des zones en crise, mais les besoins sont de plus en plus considérables et pressants. Aussi, un plan de réponse humanitaire a été lancé le 20 février 2019 en guise de réponse globale et holistique des agences du système des Nations Unies pour venir en appui à près de 2 300 000 personnes au Cameroun. C'est dans ce cadre que le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA s'est rendu dans l'extrême nord où il a visité le centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Zamaï, une structure appuyée par l'UNFPA qui relève du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. À Zamaï, les préoccupations se posent en termes de pauvreté et de vulnérabilité accrue des populations en général, des jeunes en particulier et plus spécifiquement des jeunes filles. Sur ce site, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA, accompagné de cadres du bureau régional ainsi que de partenaires techniques et financiers, a pu voir les productions de jeunes qui ont bénéficié d'une formation en vue de renforcer leur résilience et leur autonomisation. Après cette étape, il s'est rendu au camp de réfugiés internes de Zamaï. Les besoins sont énormes et nous devons en tout cas redoubler nos efforts et faire en sorte que la vie de ces jeunes garçons qui devraient être dans les salles de classe aujourd'hui, que nous puissions créer un avenir donc, pour ces jeunes. Sinon, ce sont des difficultés en perspective et j'espère que la communauté internationale mesure, en tout cas avec justesse, les enjeux dont les pays font face. Cette visite du directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA a aussi été l'occasion de passer en revue l'état de la coopération avec les autorités camerounaises. Nous avons évoqué la question un peu du financement de la santé, donc qui doit quand même bénéficier en tout cas d'une attention particulière pour rapprocher en tout cas l'effort fiscal, le financement de la santé aux objectifs de Abuja, donc tel que convenu par les pays africains. Sur ce chapitre, nous avons également abordé la question de la mortalité maternelle, donc au Cameroun, qui est relativement élevée et d'ailleurs qui fait déjà l'objet d'une attention particulière de la plupart des autorités, de la part des autorités camerounaises. Et nous avons exprimé notre souhait, notre disponibilité à renforcer notre accompagnement aux efforts en cours pour infléchir les tendances parce que, comme vous le savez, nous devons faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Nous avons également discuté de la question de la situation humanitaire dans la partie extrême nord du pays et comment nous pouvons renforcer notre soutien aux actions en cours
sous le leadership du gouvernement. Et nous avons d'ailleurs réitéré un peu notre principe de travail qui est vraiment d'être derrière l'action du gouvernement, donc les aider dans la réalisation de leurs propres aspirations. Lors de cette visite humanitaire au Cameroun, un plaidoyer a été mené afin de faire adhérer le pays à l'initiative SWED, le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. 7 pays aujourd'hui sont membres du SWED: le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Bénin. Le Cameroun, en y adhérant, pourrait bénéficier de financements additionnels pour contribuer à relever les ressources qui vont dans le domaine de la santé. De même, il pourrait trouver des opportunités pour les jeunes, dont ceux qui sont dans la partie de l'extrême nord.